long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré, favori, celui de Rivers Basket Session. Je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi d'être rejoint comme chaque semaine par mes deux acolytes, Shai Mamou, Antoine Pimel en très très grande forme. Aujourd'hui, pour que je vous présente un petit peu le programme, voilà, comment dire, c'est pas souvent qu'on parle de cette équipe, mais voilà, là il mérite, donc on ne peut qu'en parler. On va vous parler des Sacramento Kings, ouais, c'est pas un 1er avril, rien du tout, pas un poisson d'avril. Les Kings qui sont non seulement bons, mais qui sont bons depuis quasiment le début de l'année, qui semblent avoir un semblant de cohérence et de constance. Donc voilà, on va parler de cette équipe dont peu de gens parlent, et on reviendra ensuite un petit peu après pour parler aussi peut-être d'autres équipes ou d'autres joueurs qui passent un petit peu en dessous des radars et qui méritent un coup de projecteur. Donc voilà, une émission spéciale Kings aujourd'hui avec Shai, Antoine et moi-même. Mais avant qu'on parle de tout ça, on voulait revenir un petit peu sur, vous savez que jeudi dernier, il y a eu le fameux match NBA à Paris, cette confrontation entre les Bulls et les Pistons. On va pas forcément revenir sur le match, mais avec Shai, on a eu l'occasion et la chance d'être sur place, donc on voulait confronter un petit peu nos avis, nos sentiments. Comment ça va, Shai, Antoine? Ça va super, un petit peu froidement, hein, mais Antoine faisait d'ailleurs une petite ref au JO de Nagano pour les anciens. Les Quadras se souviendront peut-être des Guignols avec les JO de Nagano. Ils faisaient une petite blague là-dessus, mais sinon tout va bien, ouais. Un petit peu froid, mais on fait aller. En forme. En lunettes. Qu'est-ce que tu disais? En lunettes pour les Kings. Ouais, ça c'est dommage. Si vous les écoutez simplement en audio, vous n'avez pas le visuel d'Antoine avec sa magnifique nouvelle paire de lunettes. Ça quand même, ça manque. Ouais. Faut lancer toutes les plateformes en même temps. C'est ça. C'est ça, j'en profite pour vous dire voilà. Si vous aimez ce podcast, likez, partagez, commentez, notez, envoyez le lien à votre grand-mère qui vient d'avoir internet, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à en faire parler. Voilà, on voulait revenir. Shai, finalement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. On était à l'Accor Arena tous les deux jeudis. On n'était pas placés aux mêmes endroits. Toi, tu étais en tribune de presse. Moi, j'avais une place dans la salle. J'avais eu la chance de pouvoir y aller avec mon fils, dont c'était le premier match NBA. Donc un peu plus en mode expérience de fan. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match dans l'ensemble? Quelles sont les choses qui te reviennent en tête direct, Shai? Ça reste un événement, c'est important, c'est assez exceptionnel pour les vieux, entre guillemets, comme nous, qui avons juste connu des matchs de pré-saison de NBA. Même si c'est le deuxième, ça reste quelque chose d'exceptionnel, et je pense qu'il faut pas oublier ça. Après, on peut toujours mieux faire sur l'expérience peut-être de fan et même en tant que journaliste. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même il y avait une belle ambiance autour, même dans la salle. J'ai lu quand même qu'il y avait des gens qui se plaignaient de l'ambiance, mais c'est pas un stade de foot, hein, on n'est pas en Turquie, Fenerbahçe, Galatasaray. Ça reste un match NBA. Si vous allez voir des matchs aux États-Unis, vous verrez que c'est pas à part dans certains contextes, c'est pas non plus le feu dans la salle, mais je trouvais que l'ambiance était plutôt bonne et les gens contents d'être là. Voilà, moi je retiens le fait d'avoir vu croiser des gens de la communauté basket FR et NBA. Ça m'a fait plaisir de voir des gens venir nous parler, me dire qu'ils étaient super fans du MOOC et du travail qu'on faisait, qu'ils écoutaient le podcast aussi pour certains. Donc ça, c'était un moment super cool de pouvoir croiser des gens. C'est toujours sympa pour l'expérience journalistique. Ça reste cool de voir des joueurs NBA à Paris, de pouvoir en interviewer quelques-uns. Je vais pas vous mentir, c'est pas la même, il y a pas la même liberté qu'aux États-Unis où tu as accès au vestiaire avant, après le match. Il y a une proximité qui est bien supérieure à ce qu'on a pour les Global Games, mais ça, je pense que c'est normal. Hein, ça reste un match une fois, il faut que tout se passe bien, ils peuvent pas se permettre que ce soit la foire. Quoi d'autre? J'avais fait un petit article sur entre guillemets ce qu'on a vu, pas vu, ce qu'on a aimé, moins aimé. Il y a des petits détails du type pas d'hymnes nationaux, des choses comme ça qui pour le folklore font que l'expérience est pas totale je pense pour les gens. Mais voir des joueurs NBA, quelles que soient les équipes, il y avait quand même des All-Stars sur le terrain. Voir des joueurs NBA, voir un Français sur le terrain, Kylian Hayes, je pense que ça reste quand même une expérience pas banale. Donc moi, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai trouvé
j'ai fait des belles rencontres. Là, l'interview avec Hamidou Diallo, je l'ai trouvé super sympa. C'est un mec que je connaissais pas bien. Est-ce que tu as pu faire quand même pas mal de papiers, pas mal d'interviews voilà, qui sont à retrouver sur Basket Session, mais ça c'était plutôt sympa quoi. Bah, c'est toujours le meilleur moment en fait, et que ce soit ici ou quand on va à l'étranger, c'est les interactions avec les joueurs. En basket, on a beaucoup de chance là-dessus. Ouais, Hamidou Diallo, dont j'ai un peu plus découvert l'histoire, on a discuté, c'était super bien. Il a bien joué en plus, il a très bien joué, 17 points, c'était pas le plus attendu, mais au final, je crois qu'il a bien profité de l'expérience aussi. C'était intéressant de voir aussi comment Killian Hayes gérait cet événement ces 3 jours, parce que je pense que c'est la première fois de sa vie, draft inclus, qui vivait un tel truc médiatique. En fait, tous les jours, toutes les 10 minutes, il avait des sollicitations, il avait une pression parce qu'il savait observer. Je pense que c'était intéressant pour lui, ça va lui servir pour la suite. Donc j'ai eu de la chance. Et puis on va avoir des joueurs comme Zach LaVine. Zach LaVine, c'est sympa parce que j'étais à sa draft en 2014 et j'avais été un des seuls à aller lui parler le jour où la veille de la draft, parce qu'il y avait tout le monde était autour de Wiggins, Randle, enfin les joueurs qui étaient un petit peu plus cotés. Et en discutant avec lui, il s'est rappelé de moi à l'époque. Parce que je lui avais posé une question un peu à la con sur le climat, parce qu'il jouait à Los Angeles, et puis il était annoncé dans le range 13-14 avec des villes type Minnesota et tout ça. Et il m'avait dit, ah bah moi j'irai partout. Bon, la réponse de base, hein, mais j'irai là où on me prendra, mais si je peux éviter un truc où il fait froid, s'il vous plaît. Et là, vous pouvez revoir la vidéo de la draft. Si vous tapez draft Zach LaVine, il se lève et il lâche un gros fuck me comme ça, parce qu'il entend Minnesota et tu sens qu'il est un peu deg de pas. Au final ça va. Mais du coup, il s'est souvenu de la petite interaction et c'était sympa. Ça, c'est marrant parce qu'il voulait pas aller dans le froid, il s'est tapé Minnesota et maintenant Chicago où les hivers sont quand même plutôt rigoureux. C'est exactement. Pas de bol quoi. C'est ce que je lui ai dit. Et voilà, croiser un peu tous ces joueurs-là à Chicago et Détroit, c'était sympa. Après, pour l'ambiance, Théo, je sais pas ce que toi t'en as pensé juste en tant que spectateur, la réaction des fans par rapport au match, par rapport à tout ce qu'il y a autour. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, mais en fait, ce qui était très particulier, c'est qu'en fait, la plupart des gens étaient venus pour voir un match NBA, un match de basket. Ça aurait pu être n'importe quelle affiche. Finalement, les mêmes gens certainement seraient venus à quelques exceptions près. Pardon. Mais du coup, c'est vrai qu'en fait, les gens, j'ai eu le sentiment que les gens étaient prêts à participer, mais en fait, ils s'en fichaient un peu d'être pour Chicago ou pour Détroit. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas des réflexes que tu retrouves quand même dans des salles NBA où le public à domicile, il va encourager son équipe, il va scander defense, etc. Et j'ai trouvé que finalement, il y avait c'est pas qu'il n'y ait pas d'ambiance, mais j'ai été étonné que le speaker des Pistons, parce que le match était censé se passer à Détroit, donc c'était c'était comme si c'était un match à domicile pour Détroit. Je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à ça, et je pense qu'il aurait pu facilement faire plus participer le public. En l'encourageant, en lançant des cris, etc. Ça fait que pour meubler, il y a eu beaucoup de musique au bout du compte pendant le match. Il n'y avait pas vraiment il y a eu un paquet de alley-oop, donc là il y a eu des réactions du public. Quand Kylian marquait, les gens étaient contents, etc. Mais finalement, c'est pas dans le jeu lui-même qu'il y a eu le plus de réactions, le plus d'ambiance, quoi. Non, c'est clair. Après, moi, les intros, j'ai bien aimé. Ça a fait un peu. Là, pour le coup, elles étaient fidèles à ce qu'on voit aux États-Unis avec le nom des joueurs qui est scandé et tout. Enfin, c'est ce que ça fait partie du décorum. C'est ce que je préfère quasiment dans les entrées de match. Mais là, franchement, honnêtement, quand je repartais, donc pour vous situer, avec mon fils de 7 ans là, donc c'était son premier match, donc je lui demandais ce qu'il avait préféré, et lui il m'a dit direct, l'introduction, la présentation des Bulls. En plus, c'était parce qu'il m'avait demandé s'il y aurait la musique de Chicago. Je disais je pense pas. Là, on est censé être à Détroit, ils vont juste faire pour Détroit, etc. Et donc il était un petit peu déçu par avance. Et finalement, quand il y a eu l'intro qui est vraiment mortelle, je vous invite. Je pense qu'elle est trouvable sur YouTube, même la vidéo avec les taureaux qui font intro. Voilà, avec la musique classique, à l'ancienne. Moi, malgré tout, rien que ce son, ça me donne les frissons directs. Ça fait toujours quelque chose. Ouais, l'intro vraiment réussi. J'ai trouvé honnêtement que parce que là, du coup, je l'ai vraiment vécu comme un fan, quoi, à travers les yeux de mon fiston. Toutes les petites animations, j'ai trouvé que c'était bien rythmé, que ça fonctionnait bien. Chapeau d'ailleurs au speaker français qui animait à Bercy. Là, moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait du bon boulot. Les gens participaient, les gens étaient contents.
Sur l'ambiance, non. Pour moi, le gros point dramatique, mais c'est peut-être un problème de différence d'âge avec une partie J'ai du le même que public. toi, je pense. J'ai le même que toi. C'est la mi-temps, quoi. La mi-temps, donc l'artiste qui est passé, Zola, Ah ouais. je peux pas dire que je connaissais sa musique, je vais même pas parler de sa musique, mais bon, pour Toi, c'est ceux un mec de qui chez toi. n'étaient pas dans la salle, le mec il arrive en béquille déjà, donc déjà je me dis, ça va être compliqué, quoi. Pas de bol, tu t'es fait la cheville ou le pied juste avant de faire Bercy, c'est pas top. Mais par contre, honnêtement, des concerts, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. J'ai c'est la comparaison que je donnais. J'ai même vu un concert de MC Solar où MC Solar avait la jambe cassée, donc il a fait le concert assis. J'ai jamais vu une prestation aussi peu charismatique de toute ma vie. Franchement, c'était du playback. Bon, ça, on est malheureusement, on s'y habitue presque. Mais à un moment, je me demandais même si le micro était branché, quoi. Ouais. C'était franchement catastrophique, quoi. Après, moi, je connaissais pas, donc c'est peut-être aussi lié à ça. Je sais même pas, c'est peut-être son style avec la béquille, on sait pas. Il a peut-être un style. Non. Non, alors, Je Antoine, connais un Antoine, peu, expert rap français, va nous éclairer un peu sur ce qu'on a raté. Non, ils ont un mauvais casting. D'accord. Mauvais casting. Bon, en tout cas, non, Il ça mieux c'est aller chercher. ça c'était vraiment le point faible. Enfin, voilà, nous, par exemple, on a eu l'occasion de voir des performances de ce type au Quai 54 ou des trucs comme ça. Si ça envoie un peu, vite les gens se prennent au jeu et ça remet un coup de boost énorme. Et là, du coup, la mi-temps, c'était vraiment le creux maximum de toute la soirée, quoi. Ouais, après, sinon, sur le rythme, c'était plutôt bien géré. Enfin, honnêtement, ça ressemblait à un match NBA qu'on peut voir aux États-Unis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que ils ont bien bossé, même encore mieux que celui d'il y a 3 ans, du coup, désormais. C'est Ouais, ça, hein. Ouais. 2020. Entre Charlotte et Milwaukee, bon, c'était déjà pas mal, hein, mais là, ils ont monté sur le rythme et l'habillage. Ça ressemblait quand même vraiment bien à un match NBA finalement. Ouais, et puis après, pour chipoter, mais c'est vrai qu'il y avait plein de célébrités et de joueurs, d'anciens joueurs pros qui étaient présents, qui ont été présentés au public. Ça, c'était vraiment des moments sympas. Ouais. Après, je pense qu'ils auraient dû adapter un petit peu les synthés parce que l'expression NBA Legend va quand même pas à tous les joueurs. Je suis Ah, désolé. je vois à qui tu veux. Ouais. Donc déjà, Vous bon, avez, Rip vous avez qui en Hamilton, tête? je me dis, bon, bah, ouais, c'est sympa, quoi, c'est cool. Joachim Noah, je me dis, bon, bah, c'est cool, ouais, c'est sympa, quoi. Mais après, je veux pas manquer de respect aux autres joueurs, notamment des joueurs français qui étaient présentés et qui ont fait des carrières très honorables ou voire des très belles carrières. Tout le monde, quand même, mérite pas l'étiquette NBA Légende. Legend. Ouais, je vois. Il y a un moment, il y a eu un trio. C'était Thabo Sefolosha. Il y avait qui Il y d'autre? avait Kevin Séraphin, Kevin Séraphin. Michael Pietrus. Ouais. Et ouais, et du coup, des légendes de la NBA, voilà, ouais, c'était un petit peu bon. Voilà, on leur passe le bonjour à la rigueur. Légende du basket français, pourquoi pas. Finalement, il n'y a pas encore Bien tant sûr, de joueurs que ça qui sont bien passés sûr. en NBA, mais bon. Bon, après, on chipote, quoi. C'était vraiment sur. Légende du basket suisse, quand même, Thabo Sefolosha. Ah bah Ouais. ça, incontestablement, ça c'est clair. Avec Harold Mrazek, probablement les deux meilleurs joueurs suisses à ce jour. Non, ça se respecte, quoi. Après, ce que j'ai trouvé aussi quand même, franchement, je sais pas si c'était quand même le décalage horaire, l'avion ou quoi. Mais défensivement, à un moment, je me disais Ah quand ouais. même qu'il y avait quand même Joachim Noah, Ben Wallace dans la place. Il devait avoir un petit peu mal aux yeux, hein, parce que Hamidou Diallo, chapeau pour son match. Mais franchement, je sais même pas si quelqu'un s'est trouvé sur son chemin entre lui et le panier. Il a mis 14 de ses 17 points dans la raquette. C'était Ouais. quand même catastrophique défensivement, quoi. Bah, pour Détroit, c'était un peu. Enfin, je veux dire, bon, remarque pour Chicago aussi, mais c'est pas une équipe qui défend beaucoup et il y a beaucoup de jeunes. Ça se voit que c'est pas très en place. Pour Chicago, c'est un peu plus inquiétant de se dire que c'est une équipe qui vise les playoffs et qui a autant de difficultés en défense. Ouais, sur le match en lui-même, bon, Chicago était un cran au-dessus, mais pas énormément de gloire à battre les Pistons cette année. C'est pas. Voilà. Il y en a beaucoup qui espèrent des affiches un petit peu plus sexy à l'avenir. Je pense on y aura on aura le droit à un moment. Là, ça reste sympa, mais moi, j'avoue que j'aimerais bien un truc avec un tout petit peu plus d'enjeu à l'Est. Ce serait sympa. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi aussi, on en a parlé un peu d'ailleurs dans le live, dans notre Ouais. dernier late. D'ailleurs, je vous invite à venir ce soir sur Twitch à 23h. Tous les mardis. Tous les mardis. Peut-être on le fera avec l'accent de Georges Eddy, peut-être pas, qui sait. C'est le suspense, mais. Mais oui, pour l'affiche, juste, je pensais à un truc, on en avait parlé justement un peu la dernière fois. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, j'aimerais bien qu'il y ait des meilleures affiches, mais je pense qu'en fait, ces matchs-là, quoi qu'il arrive, et ça rejoint ce que vous dites, les gars, ils joueront jamais à fond, en fait. Tu sais, c'est la fête, quoi. Et c'est même peut-être pour ça qu'ils ramènent des équipes du milieu de tableau, quoi. Les Celtics, ils veulent pas jouer un match important ici, en fait.
Tu vois, les Celtics, ils veulent pas jouer leur revanche contre les Warriors, des matchs importants où tu perds un match à domicile. Ils veulent pas aller jouer à l'autre bout tu vois, de l'autre côté de l'Atlantique où tu es en vacances. Donc je pense on aura peut-être des affiches un peu plus jolies des fois sur les équipes, mais je pense que la qualité de jeu sera jamais exceptionnelle. Non, mais on peut imaginer qu'au bout Ça d'un m'étonnerait moment, en tout cas. ils mettront. Mais Si Wembanyama est drafté à l'Est, ils mettront l'équipe, ils la mettront à un moment. Enfin, il y aura. Moi, je pense par exemple, si tu fais venir les Sixers, même contre une équipe moyenne, avec Embiid pour le côté francophone, peut-être international. ouais, ça peut être sympa. Ouais. Là, tu peux faire un vrai. Voilà, ça va rassembler du monde. Mais comme tu disais, dans tous les cas, quelles que soient les équipes que tu ramènes, les gens. Là, c'est aussi un constat qu'on peut faire, c'est que malgré le prix scandaleux des places, enfin, faut pas se mentir, le prix, c'est pas possible. C'est pas une fête populaire au final vu le prix des places. Hein. Ouais, Même avec des prix aussi élevés, les gens ils sont prêts à se saigner pour voir un match NBA. pour se faire voir aussi pour certains. Ouais, alors voilà, les influenceurs ils payent pas leur place, je te rassure. Hein, c'est pas. Mais pour les gens en général, moi j'ai vu beaucoup vraiment de fans avec des maillots, des trucs. Je discutais avec des gens qui étaient qui sont fans de longue date et qui se disent je verrai peut-être jamais les Bulls, je suis jamais allé à Chicago, je j'irai peut-être jamais de ma vie. Ou même de Détroit, il y a des fans de l'époque des Bad Boys. J'ai vu des mecs de 50 piges et qui étaient émus de voir je sais pas, Ben Wallace et Rip Hamilton, ils se sont dit, moi, j'irai peut-être jamais aux États-Unis, même si au final, le prix que certains ont mis, bah, tu prends un billet pour les États-Unis et tu peux aller voir un match pour quasiment le même prix ou en rajoutant un petit peu. Hein. Mais non, mais globalement, voilà, il y a de la passion et la ferveur. Ça, je pense que la NBA a bien pu constater que la France était restée un très très bon marché pour elle. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Allez, pour finir, deux petites observations quand même, des trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Quand tu vois Magic Johnson à côté de Ben Wallace, tu comprends encore moins comment Ben Wallace a pu jouer pivot et avoir cet impact. C'est quand même une carrière hors norme, hein, parce que Magic, il doit lui mettre 2 cm facile. Et mon petit moment geek, ça a été de voir Bill Wellington qui faisait la queue pour s'acheter une bière tranquille alors que personne ne calculait du tout dans la queue. Ça, c'était assez marrant, quoi. Moi, ça a fait ça avec Rashard Lewis, comme je le disais dans l'article. Je l'avais repéré à l'entraînement la veille des Pistons et moi, c'était un de mes joueurs préférés à Orlando de l'époque avec Dwight et tout et j'adorais Rashard Lewis. Et je regardais, je dis, mais c'est lui, il est dans le staff des Pistons maintenant et tout. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de l'alpaguer un moment et la seule occasion que j'ai eue, c'était en repartant à la fin du match. Et je l'ai croisé, je lui ai dit, ça fait plaisir et tout, en mode fan, quoi. Et il était, il y a personne qui m'a reconnu ici, j'étais tranquille. Il dit ça. Ouais, alors que le gars, il est affûté de fou, hein. Il est hyper, franchement, il est plus en forme que les 3 quarts des mecs. Champion NBA et tout. Champion NBA avec Miami, double All-Star, je crois. Et il m'a dit, ça fait plaisir parce qu'en France, je peux me balader dans la rue, il y a personne qui me reconnaît. Mais bon, voilà. Bon, bah donc voilà, si vous croisez Bill Wellington qui attend pour s'acheter une bière ou Rashard Lewis à qui personne va parler, allez leur dire bonjour, je pense que ça leur fera plaisir. Il faut quand même 20 cm de plus que... Ouais, non, mais tu vois que c'est un basketteur, le gars, mais c'était marrant de voir le type, il te dit, en France, je peux me balader tranquille, personne, les gens vont se dire je suis un basketteur, mais ils savent pas qui je suis, quoi. Allez, continuons sur ceux dont on ne parle pas assez ou qui passent inaperçus. Sacramento, donc première question, si en début d'année je vous avais dit, voilà, le 24 janvier 2023, les Kings seront 3e de la conférence Ouest, quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous m'auriez bloqué sur les réseaux sociaux et j'aurais même pas pu vous dire que je blaguais ou que c'était pour... je revenais du futur et que je vous racontais pas des conneries. Quelle aurait été votre réaction si je vous avais dit ça? Oh, j'aurais essayé de monter un putsch pour qu'on te vire de la rédaction, quoi. Je me serais dit que t'aimais un peu trop Rob et tout, je me serais dit que t'aimais un peu trop Rob Pelinka et que tu voulais adopter ses méthodes un peu mytho. Mais non, mais on était tous, je pense qu'on est tous surpris, agréablement surpris de ce qu'on voit des Kings. En fait, il y a un petit peu de la même vibe qu'il y a eu un moment, il y a 2 ou 3 ans, quand ils étaient pas si loin, quand il n'y avait pas le play-in encore. Ils avaient fini vraiment aux portes des playoffs, il y avait une dynamique, on se disait, avec De'Aaron Fox, c'est cool, ils n'étaient pas passés loin, hein, si vous vous souvenez de jouer les playoffs. Donc là, il y a cette dynamique-là, mais c'est beaucoup plus concret et on voit beaucoup plus de choses, en fait. Et il y a Domantas Sabonis. Sabonis, c'est incroyable, Sabonis. Et évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont là. Ils jouent à un niveau... là, dans la MVP race, il est pas loin du top 5, hein, dans celle qu'on a faite la dernière. Il est génial, il est incroyable. Mais globalement, c'est l'équipe est bien. S'il n'y a pas Sabonis, ils sont pas là, c'est sûr. Mais quand tu vois qu'ils ont, c'est l'équipe qui met le plus de points par match en NBA, avec un coach qui est censé être un coach défensif quand même. Mike Brown, c'est quand même à la base, c'est un coach défensif.
Non, pour répondre à ta question, évidemment surpris. 3e de l'Ouest alors qu'on dépasse la mi-saison. Et 3e plutôt, alors pas ultra confortable, mais quand même pas mal. Ils sont pas dans la zone de ultra embouteillage. Moi, je suis évidemment très agréablement surpris. Ouais, pareil, j'y aurais jamais cru. Alors, croire en le fait qu'il pouvait être costaud ou en progression, on va dire même pas costaud, en progression, oui. Costaud, j'aurais déjà commencé à faire mon pinailleur, mais alors 3e à l'Ouest, non, clairement, j'y crois pas. Parce que d'ailleurs, pour Braun, là, ce que tu soulignes, c'est très intéressant. Je trouve ça fort qu'au final, il a fait un coach de... Non, ce qui est intéressant, c'est que donc, ce côté attaque folle où il score dans tous les sens, il le compense. Non, my bad. Il le compense. C'est McBride qui expliquait. Ah bon. Autant pour moi. Non, parce qu'ils ont un line-up qui est dans les meilleurs au net rating défensif, celui où il y a Davion Mitchell, je crois. Disons que de toute façon, ils peuvent pas faire une grosse défense avec du Kevin Huerter, des Domantas Sabonis, voilà, c'est ça. Un mec comme ça. À un moment, tu peux pas créer des miracles, quoi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'allais dire, c'est que je sais pas si vous avez vu à la fin de chaque match, ils décernent un trophée de meilleur défenseur du match et avec une grosse chaîne en or et tout, histoire de valoriser quand même la défense, tu vois. Et CQFD, j'en profite pour dire, Kevin Huerter l'a déjà eu cette chaîne, donc ça te montre que tu vois le niveau défensif de l'équipe. Il est pas si nul en défense. Il est pas si mauvais, le pauvre. Non, il est pas si mauvais. Même à Atlanta, il était déjà pas. Il y avait Trae Young à côté quand même. Mais justement, en fait, tu sais, il avait vraiment ce joueur, je sais que les comparaisons avec Klay Thompson, tu sais, c'était très facile. Trae Young, c'est Stephen Curry, Kevin Huerter, c'est Klay Thompson, c'est toujours un peu exagéré. On n'est pas sur la même catégorie, pas sur la même planète, mais il y a quand même un petit style, quoi. Tu vois, de mec qui peut défendre, En plus, je trouve il est pas mauvais balle en main, tu vois. Il peut jouer des pick and roll, c'est plutôt un bon playmaker et c'est un super shooter. C'est énorme recrue, les Hawks. Encore une très belle erreur. Et si je peux finir sur les comparaisons entre les deux là, aucun des deux joueurs ne devrait porter de bandeau. Hein. Je suis prêt à mettre une pétition pour ça. J'adore Klay Thompson, mais le bandeau c'est non. Et Kevin Huerter, franchement, à chaque fois j'ai l'impression de voir le prequel de la suite de semi-pro. Donc ça c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est à cause de Steve Blake tout ça. Vous vous rappelez, c'est lui qui a remis ça au goût du jour il y a 10-15 ans, il y a 10 ans là. Et depuis ils ont tous leur moment bandeau là. Mais non, mais blague à part, Kevin Huerter, excellent. Il était avec qui il était? Il était avec Zach Lowe il y a pas si longtemps, je crois, dans un des podcasts et il était hyper intéressant en plus. Il explique en gros ce qui fonctionne bien dans l'équipe, pourquoi les gens gravitent autour de Sabonis. C'est que Fox, c'est pas un leader vocal, mais qu'il est quand même très apprécié et que cette année, il a l'impression qu'il fait sa meilleure saison. C'était pas gagné, hein, on n'a pas forcément cette impression-là. Et Huerter, ça shoot à 41%, il fait la meilleure saison de sa carrière quasiment, je pense. Hein. Ouais, c'est la meilleure saison de sa carrière. Ouais. En fait, ils font tous, même sans faire forcément les meilleurs stats de leur carrière, tous les joueurs se fondent un peu dans. C'est un peu c'est un mot passe-partout maintenant, culture en NBA, on le dit partout. Dès qu'il y a une équipe qui marche bien, c'est la culture. Mais McBride, concrètement, c'est ce qu'il a apporté. Hein. Je pense, t'as l'impression qu'ils sont tous un peu portés par un projet commun, par un style de jeu. C'est ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait toujours un truc qui déconnait chez les Kings, même les phases où ça commençait à aller un peu mieux. Il y avait toujours un joueur qui était pas content de son rôle, un truc qui pourrissait un peu l'ambiance au coaching, dans le front office. Vous remarquerez qu'on voit plus Vivek Ranadiv quand même. C'est le proprio, mais il y a beaucoup. Je pense qu'il a compris qu'il fallait déléguer et qu'il n'était pas là pour occuper l'espace. Donc non, franchement c'est super sur le style de jeu. Si vous avez vu des matchs des Kings, c'est super offensif, donc c'est sympa. Ça se fond quand même dans l'époque, hein, mine de rien. Et je trouve pas ça si nul en défense, hein. Honnêtement. Non, ce qui est intéressant, je trouve, t'en as parlé, t'es pas si dessus, mais c'est que pour une fois, parce qu'ils ont déjà eu des bons moments les Kings en fait, mais ça a toujours été que des moments passagers qui passaient. Il y a zéro continuité dans ce club depuis 20 ans. Et là, alors on peut pas parler de continuité, hein, Mike Brown vient d'arriver, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant cette année, je m'attendais à ce qu'ils ont du talent en fait, Sacramento. Ce que je trouve intéressant, c'est la constance cette année, quoi. Cette année, il y a de la constance quand même quasiment depuis le début de l'année. Alors c'était pas là, ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs, mais ils sont sur une très bonne série. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les principes de jeu et dans ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a enfin un peu de constance, quoi. Parce qu'ils arrivent à maturité aussi, en fait. Fox, il a 25 ans, Sabonis, il en a 26.
On fait un top 50 avec Shai. Je reprofite pour refaire un petit coup de pub dans le late session. Et moi, il y avait un des trucs qui m'a poussé à mettre Fox devant Garland, c'est que je trouvais qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tu vois, par exemple, Fox, c'est un joueur, c'est le joueur qui va être, quoi. Tu vois, il est arrivé, je te dis pas qu'il va plus jamais progresser, je pense qu'il va encore progresser un petit peu, forcément, en apprenant encore, mais on voit pleinement le basketteur que devient De'Aaron Fox avec ses forces et ses faiblesses. Et quand tu as plus de maturité, tu as plus de régularité. Il est clutch. Tu t'adaptes moins à l'adversaire. Quand je dis s'adapter, je parle dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire se mettre au niveau de l'adversaire sur des matchs plus faciles a priori. Donc les Kings laissent filer moins de victoires. Demontas Sabonis, pareil, il a 26 ans. C'est des joueurs qui commencent à rentrer dans leur prime, à vraiment s'affirmer en tant que basketteur, en tant qu'individu, en tant qu'homme aussi, je pense, tout simplement. C'est con, mais je pense que c'est lié. À côté de ça, tu as des joueurs solides comme Harrison Barnes, tu as un Keegan Murray qui est rookie, mais qui est un rookie âgé. Tu as Devion Mitchell qui était déjà un rookie âgé lui aussi l'an passé, si je ne dis pas de bêtises, il est sophomore ou troisième année. C'est sa deuxième année. Ouais. Deuxième année, donc tu vois, tu as un sophomore âgé. Tu as des mecs qui sont là pour contribuer. Malik Monk, pareil, c'est 24 ou 25 ans. Kevin Huerter, c'est 24 ou 25 ans avec plusieurs saisons NBA dans les jambes. Terence Davis, c'est 25 ans. Shimizu Metsu, c'est 25. Richaun Holmes, 29. Tu vois, tu as un effectif qui... Tu n'as plus un effectif en reconstruction, quoi. Donc, après, être là jusqu'à troisième, je pense que c'est une vraie belle surprise. Mais tu as un effectif qui était taillé pour gagner des matchs et tout le mérite leur revient parce que c'est exactement ce qu'ils font. Et Fox, là, tu parlais de Fox. Ce qui a changé, c'est que je le trouve hyper clutch, en fait. C'est un secteur. Il avait du mal dans les fins de match en début de carrière. Et il y a plein de matchs dans le money time où il craquait un petit peu, même sur des matchs où il était à 40 points, il avait du mal à finir. Là, et puis les. Ouais. En fait, pour lui, ça se voit dans son adresse au tir là, quand même. C'est aussi là-dessus qu'il a progressé. Alors à 3 points, c'est toujours pas encore une menace. Enfin, du moins, ça reste toujours quand même le secteur offensif dans lequel il a une grosse marge de progression, dans lequel il faut qu'il passe un cap s'il voulait passer un cap au global. Mais en tout cas, cette année, c'est bien plus propre que par le passé en termes d'adresse globale, quoi. Il a 50% de réussite ou plus, si ne me trompe pas. Ouais, c'était pas gagné. 50%. Exactement. Ce qui est bien pour un joueur qui drive autant. Enfin, qui a autant le ballon plutôt. Et ce qui est une bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, quand on voyait Tyrese Haliburton grimper avec Sacramento, on se disait, bon, bah, il va en rester qu'un des deux et ce sera peut-être pas De'Aaron Fox, quoi. Et au final, c'est lui qui est resté. C'est ce que tout le monde se disait, sauf les Kings. C'est ça. Mais ça... Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Antoine. Non, vas-y, t'inquiète. En fait, je pense que quelque part, il pouvait pas récupérer Sabonis sans lâcher Haliburton. Non, ça suffisait peut-être pas, quoi. Mais oui, t'as raison, c'est assez cocasse. Et ce trade, il est intéressant au final, parce que on s'est beaucoup moqué des Kings, et moi le premier. Je pense, mais moi aussi, je plaide coupable. Hein. Je continue de penser que sur le long terme, c'est pas un bon choix, mais pour le coup, ils sont en passe de réussir. Après, ils courent depuis 2006, quoi. Les gars n'ont pas joué les playoffs depuis 16 ans. 17 même. 2006, j'avais pas passé le bac. Vous vous rendez compte de ça? J'avais pas passé le bac. Après, t'as redoublé 10 fois de suite aussi. C'est vrai, bon, ça aide pas. Mais... Après, on parle des Kings, il peut toujours y avoir. Il reste une deuxième partie de saison complète à jouer, mais c'est pas encore fait, ouais. Mais là, je vois pas comment ils peuvent rater le play-in déjà. Et rien que ça, ce serait déjà un positif. Non, mais c'est vrai, hein, c'est triste. Mais même juste le play-in, ce serait fou. Mais là, après, là, je pense quand même qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont tenir. En tout cas, c'est beau pour eux. Les fans, ils sont intenses, les fans des Kings en plus là-bas. Là, ils ont trouvé une espèce d'identité avec le beam, avec le laser là. Ça fait partie du truc aussi, hein, une espèce de cohésion comme ça avec les fans dès qu'ils lancent le laser sur le terrain. Après, les fans ont toujours été chauds là-bas. Hein. Ouais, ça a toujours été une fanbase incroyable. Voilà, avec les cloches pour les vaches. C'était la salle la plus sonore de toute la ligue. C'est un peu comme Golden State longtemps. Hein. C'est un public où Seattle encore aujourd'hui. La fanbase sur place, elle est chaude. Elle attendait juste d'avoir une équipe vraiment encouragée, quoi. Ouais. C'est pour ça que sur un premier tour de playoff, attention, on sait jamais. La salle, elle va être totalement folle. 17 ans après, les mecs, ils vont. C'est vraiment beau pour eux, quoi.
Tu vois, je pense pas qu'ils aient une marge de progression du coup qui soit très intense, même dans le futur, tu vois, Ouais. mais ça fait plaisir, je pense. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, de les voir gagner des matchs. Pourtant, c'est pas du tout une franchise où Bah, on a tous j'aime aimé bien, la- j'aime bien me foutre de leur gueule, mais on a tous aimé les Kings des années 2000 avec le vol contre les Lakers. Ça, on a tous aimé ces joueurs-là, enfin les Weber, Divac, Stojakovic, tout ça. Je pense qu'on aimait tous l'équipe. C'est Ça juste reste qu'après, peut-être ça reste peut-être l'une des équipes les plus talentueuses à pas avoir joué de finale. Hein, et c'est clair. effectivement, retourner voir les images, pour le coup, c'est vraiment une équipe qui s'est fait littéralement voler. Alors peut-être pas la finale, mais qui s'est fait voler sur un match décisif. Enfin, Bah ouais, non mais ah ouais, clairement. Ouais. je pense qu'on a vraiment tous aimé cette équipe et derrière c'était désespérant parce tous les ans il y avait des dingueries sur la construction de l'équipe, les choix de coach, enfin il y avait rien qui allait même quoi. quand ça marchait, ils ont quand même eu le seul coach à qui ça se passait bien quand ils avaient Demarcus Cousins. Ils ont quand même réussi à le mettre dehors sans qu'on comprenne pourquoi. Je parle, c'est Ouais. Michael Malone. Exactement. T'as bien fait Ouais. de pas l'appeler Mike Malone, hein, parce que sinon Ouais. tu sais que t'aurais eu des problèmes assez rapidement. Non, mais Ouais. dès que ça allait, dès qu'il y avait un embryon de bonne période, il se passait à la draft, ils ont fait des dingueries aussi. Hein. Enfin, faut pas oublier, même très récemment avec Marvin Bagley. Et Luka Doncic, Et, par exemple. voilà, par exemple. Hein. Mais on peut regarder un jour, voilà, pendant la late session, on fera année par année l'analyse des choix de draft des Kings Ouais. et Eh, vous J'ai allez un voir peu bien. fait, Non, hein. mais t'es dur, Shai, parce que franchement, honnêtement, qui aurait pu prévoir que Luka Doncic serait plus fort que Marvin Bagley? Personne, franchement. Non, mais le pire, c'est que Bagley était bon à la fac, tu pouvais te dire qu'il était fort, mais c'est juste que là, je pense enfin, ils avaient vraiment l'opportunité de prendre Doncic. La rumeur, c'est que ils l'ont pas fait parce que le père de Doncic était en embrouille avec Divac, qui est même plus là. Enfin, c'est ce genre de truc là où tu te dis, ouais, Kings gonna Kings. C'est vraiment Ouais, ça. c'est ça. Cette anecdote et cette rumeur, qu'elle soit vraie ou fausse, elle résume très bien les Kings en fait pendant longtemps. Et ils vont de nouveau avoir des All-Stars aussi. Ils vont avoir au moins un, je pense, ce sera Ouais, Sabonis. Sabonis, c'est Pas sûr. sûr que Fox y aille, mais voilà, je pense que c'est la première fois depuis DeMarcus Cousins, donc ça fait aussi un petit moment, quoi. Bah ouais. C'est vraiment le renouveau d'une équipe et d'une franchise qui est vraiment au fond du fond depuis un bon moment, quoi. Après, je voudrais revenir rapidement sur le trade dont tu as parlé brièvement, Antoine, entre voilà, Haliburton et Domantas Sabonis. C'est vrai que là, on pourrait être tenté de dire que c'est un trade gagnant-gagnant au bout du compte. Fondamentalement, je pense pas vraiment que ça soit le cas, tout simplement à cause de la différence d'âge entre les deux joueurs. Et effectivement, le potentiel de progression encore qu'il y a du côté d'Haliburton. Je dis pas que Sabonis peut pas progresser encore, mais je pense qu'on a plutôt affaire aux joueurs voilà, dans son prime, comme tu en parlais. Par contre, c'est vrai que pour une équipe qui était à ce point à la rue, c'était important quand même à court terme de pouvoir faire quelque chose à court terme parce que donc quelque part j'ai l'impression que c'est aujourd'hui on peut dire que c'est un trade gagnant-gagnant. Ça sera certainement pas, ou j'imagine que ça sera Oui, pas l'image pas qu'on sur le s'en long fera terme. d'ici 2-3 ans ou voire plus, mais finalement bon, c'est vrai que là, au moins, on peut se dire qu'ils ont un début d'ossature d'équipe qui peut être compétitive à défaut d'avoir des ambitions plus élevées. Et ça, effectivement, quand ça fait aussi longtemps que tu es une blague dans la ligue et que même des clubs comme Cleveland ou les Clippers qui ont été des blagues et des punchlines pendant des années te sont passés devant, bah, c'est bien de pouvoir retrouver un petit peu de crédibilité Mais sur le terrain. même c'est déjà très bien qu'à court terme le trade il soit bien. Moi, je pensais même pas qu'à court terme le trade il serait bon en fait, parce que Pas à ce point, en tout cas, c'est clair. je toujours trouvé Sabonis bon, mais j'avais l'impression qu'il viendrait faire son double-double dans tous les cas, mais que ça se transformerait pas en. Alors que tu avais Haliburton, le mec tu sentais le potentiel de meneur franchise player un peu, et surtout qui avait envie d'être là. C'est ça le problème. Est-ce que là, les joueurs, t'as l'impression qu'ils sont en transit à Sacramento, ils choisissent pas d'eux-mêmes de venir à Sacramento parce que ils sont au courant de toutes les dingueries, ils savent que le proprio, il va arriver le jour de la draft et dire ah non, vous avez bossé pendant 6 mois, non, moi c'est lui que je veux finalement. Ah, les épisodes Nick Stauskas dont on s'est moqué pendant des années. Enfin, c'est toutes ces choses-là, le fait qu'il y avait un joueur qui voulait être là et incarner les Kings, bah, quand tu vois qu'il trade pour Sabonis, tu te dis, bah, même à court terme, ça va pas le faire. Au final, c'est déjà une très bonne surprise. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir une équipe qui veut essayer de progresser tout de suite. Et ça fait un autre mode de fonctionnement que les équipes comme OKC, etc., qui tankent plusieurs années pour se développer. C'est intéressant aussi, hein, mais c'est bien de voir une équipe compétitive, quoi.
L'ironie, c'est que ça se trouve juste avec la progression d'Haliburton, ils auraient peut-être quand même pu atteindre les playoffs en fait dès cette année, mais bon, on saura jamais. Et puis surtout, je pense qu'Haliburton-Fox, effectivement, le tandem à un moment, il est amené à pas fonctionner des masses. D'Aaron Fox, c'est pas un super shooter extérieur. Haliburton peut jouer en spot-up, pardon, mais c'est un peu dommage parce que c'est quand même c'est le meilleur gestionnaire des deux. Donc bon, à un moment, il fallait faire autre chose. Moi aussi, je pense que de toute façon, ce trade très vite, on se dira bon les Pacers, ils ont chopé un meneur générationnel dans son style de jeu. Je parle pas forcément du talent, mais sur le style de jeu, c'est un meneur générationnel, un futur All-Star, multiple All-Star. Là où les Kings ont au final, parce que quel est aujourd'hui le développement des Kings? Si on essaie de se projeter, c'est une équipe qui va sans doute être compétitive un temps, mais qui après risque d'avoir du mal à se renouveler et risque de retomber un peu dans le milieu du tableau. Et encore, et j'insiste, il va falloir que Sabonis il accepte de prolonger. Ouais. En 2024, il est free agent. Alors j'imagine que lui, il va rester, vu comment ça se passe actuellement. Je pense qu'il va prendre un très gros contrat. Et d'un coup, il y aura moins de marge pour recruter, sachant que les principaux free agents, ils vont pas à Sacramento, etc. Donc, si on regarde sur le futur, bon, on peut se dire que ça va pas non plus être tout rose pour Sacramento, sans que ça soit sombre non plus. Mais en fait, les Kings, aujourd'hui, si t'es fan des Kings, tu regardes même pas le futur, quoi. Tu regardes juste le passé depuis 15 ans et t'es là à te dire, enfin, on profite du présent, on sort de ce trou et juste pour ça vaut le coup, entre guillemets. Bon, ils avaient besoin de sortir de ce trou, pardon. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Quelle est la marge de progression que vous voyez dans cette équipe? Alors, soit pour cette saison, mais surtout, ne serait-ce que d'ici à l'année prochaine. Est-ce que vous voyez des éléments précis sur lesquels cette équipe peut espérer grimper encore? Moi, j'ai bien, avant de vraiment pouvoir répondre à la question, j'aimerais bien les voir du coup en situation de play-off parce que déjà, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus qu'on sait plus comment ça va se passer pour eux. Mais ça pas non plus. Hein. Il y a à part Harrison Barnes, ils sont pas des matchs à avoir une expérience. J'ai envie de voir s'il y aura l'insouciance de la jeune équipe, comme on a pu voir sur des équipes comme Memphis et tout. Et je veux voir si avec cet effectif-là, est-ce que le fait d'avoir un vétéran comme Barnes, il a que 30 ans, 31 ans, mais qui a vu beaucoup de choses, et avec autour des mecs qui ont l'excitation de découvrir les playoffs, est-ce qu'ils seront pas déjà très très bons en playoff tout de suite? On sait pas, c'est pas impossible. S'ils ont l'attaque va sans doute diminuer un peu en playoff. Le terrain il rétrécit, ça va être peut-être plus compliqué. J'ai envie de les voir défensivement en playoff justement, voir s'ils peuvent tenir contre une bonne équipe sur une série entière. Ça j'ai envie de voir. Mike Brown a de l'expérience mine de rien. Je pense qu'il est capable de s'adapter. On l'a vu là. Donc là dans l'immédiat, ce qui paraît le plus évident c'est la défense. Le truc où tu peux progresser pour les Kings, c'est la défense. Ouais. Moi, je pense que cet effectif, il peut progresser, mais à la marge, quoi. C'est-à-dire les progressions internes de chacun. Fox qui passe encore un petit cap, Sabonis qui progresse encore un petit peu. Harrison Barnes sera free agent et je sais pas est-ce qu'ils vont casser la tirelire pour le conserver, sachant qu'il y a Keegan Murray, et du coup j'en viens à Keegan Murray. Ouais, l'outil de progression, c'est peut-être Keegan Murray. Jusqu'où peut aller Keegan Murray? C'est un 4e choix de draft, il fait quand même une saison de rookie plus qu'honorable dans une bonne équipe. Maintenant, est-ce que Keegan Murray c'est une future star? Ça reste à voir. C'est un rookie âgé. Après, on a vu reprendre un rookie âgé, c'est pas forcément toujours mauvais, au contraire. C'est des mecs qui sont prêts. Maintenant, voilà, j'arrive pas complètement à cibler son potentiel. C'est déjà un très bon shooter. Que ça puisse devenir un très bon joueur de complément, aucun doute là-dessus, et ce serait très bien, parce que si c'était un très bon joueur de complément, il pourrait remplacer Harrison Barnes. Maintenant, si toi tu parles de passer un cap, vraiment essayer de voir est-ce qu'on peut aller plus loin l'année prochaine ou dans 2 ans, je suis pas convaincu que les Kings soient vraiment en position de passer un tour de playoff, par exemple. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est même pas la priorité en fait. En fait, moi, j'étais même pas là-dessus. En fait, je me disais que c'était passer un cap pour pouvoir s'assurer de pérenniser le fait d'être compétitif, parce qu'en fait c'est intéressant qu'on parle aussi d'Harrison Barnes, parce que justement je pense que c'est après on va parler des joueurs qui passent sous les radars dont personne ne parle, mais Harrison Barnes depuis déjà plusieurs saisons c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs dont personne ne parle en fait, et que c'est l'une des pierres angulaires de la réussite des Kings. C'est justement la sûreté de ce joueur, et que je pense que c'est pile le type de joueur qu'il n'est pas si simple que ça de remplacer au sein d'un effectif, surtout
quand tu as des mecs qui n'ont pas encore l'expérience dont ils bénéficient, et puis cette capacité quand même à jouer sur différents postes, à être un two-way player, ce qu'il est. Ça, c'est justement ce qui me fait un petit peu peur pour la suite en ce qui concerne les Kings. Moi, j'ai un truc. Pardon, vas-y, Shai. Non, je dis juste qu'il y a des équipes qui vont essayer de l'avoir, enfin des contenders qui vont évidemment essayer de le prendre, parce que tu as un type qui a déjà gagné une bague, qui est effectivement très très bon discrètement, mais qui est très bon, qui shoot toujours autour des 50, bon en défense. Il était un peu... il avait disparu, mais en jouant aux Kings, c'est forcément plus compliqué, mais on se demandait s'il allait pas faire une fin de carrière un peu comme ça, discrètement. Là, il y a des équipes super ambitieuses qui vont essayer de le prendre à un moment, et ça va être... si Sacramento arrive, je sais pas comment, à le verrouiller, ça peut être vraiment intéressant. C'est intéressant. Je trouve que Barnes, il y a un truc, c'est qu'à Dallas, il s'est retrouvé dans la peau de ce qu'il ne pouvait pas être, c'est-à-dire une star, avec un contrat de star, et c'était pas fait pour lui. Et je trouve que depuis qu'il est à Sacramento, même déjà l'an dernier, vraiment excellent. J'ai trouvé excellent depuis qu'il est aux Kings. Et les Kings, quand même, pour rendre hommage un peu à leur front office, parce que, ok, on se moque du trade, mais le fait de ne pas avoir transféré Barnes, parce que je pense qu'ils ont eu multiples occasions, c'est le genre de vétéran qui intéresse toujours les équipes ambitieuses autour de février, quand ton équipe, justement, est mal classée. Je pense qu'il y a plusieurs équipes depuis qui ont déjà essayé de récupérer Harrison Barnes. Le fait que les Kings n'ont pas cédé, ça montre que les Kings eux-mêmes croyaient quand même en leur capacité à un moment redevenir compétitifs. Et c'est très bien joué au final, parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur, sans lui, on met en avant Fox et Sabonis, mais lui c'est vraiment le glue guy, et c'est l'Andrew Wiggins qu'il y a aujourd'hui aux Warriors. Tu vois, c'est vraiment ces mecs dont tu as besoin pour gagner des matchs. Après, je pense que c'est simple, hein, pour le garder, ils vont lui donner le max de thunes en fait. Ils vont lui donner, enfin le max de thunes, peut-être pas un contrat max, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ils vont lui donner le maximum qu'il y a dans sa range à lui. Et après, ce sera juste, lui, il aura une question de choix, c'est est-ce que je veux la thune ou est-ce que je vais dans une autre équipe et je prends un peu moins d'argent. Je pense qu'il va rester aux Kings pour un très gros contrat et que Sabonis va rester aux Kings pour un très gros contrat. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, l'équipe, sa marge de progression sera limitée, parce qu'en fait, elle va arriver comme toutes ces équipes qui progressent, c'est que tu récompenses la progression avec des dollars, c'est comme ça que ça marche. Et si tu n'as pas un mec parmi ces gars-là qui explose ou qui devient vraiment une superstar, tu peux pas passer le palier d'après. Tu te retrouves avec un effectif payé comme les effectifs de contenders, sans pour autant avoir le niveau pour vraiment jouer autre chose qu'un premier ou deuxième tour de playoff. Mais bon, voilà, je pense que les Kings sont conscients de ça. À mon avis, ils sont tout à fait conscients que c'est ce qui les attend, et ils sont déjà contents de pouvoir redonner du plaisir à leurs supporters qui sont extrêmement fidèles. Il faut le reconnaître. La progression de Keegan Murray, elle est vraiment importante, je pense, comme tu disais, parce que son début de saison, il a été correct sans plus par rapport peut-être à certaines attentes. Moi, je l'avais mis rookie de l'année dans les pronostics, hein, en jouant un peu le côté marginal, histoire de dire, voilà, pour pas mettre Banchero, même si ça va être lui. Au final, il a eu après qu'il a eu des compliqués. Un peu plus que... Ouais, puis... il fait une bonne saison pour un rookie, et notamment en termes d'adresse. Hein. C'est pas si simple que ça d'avoir les moyennes qu'il a quand on est rookie en termes de réussite et d'adresse. Et c'est vrai que là encore, quand les Kings ont choisi Keegan Murray, tout le monde s'est foutu de leur gueule à la dernière draft. C'était la punchline, une des punchlines qui tournait le plus. Au bout du compte, là, faut aussi leur rendre hommage. Et Keegan Murray fait une bien meilleure saison rookie que la plupart des gens imaginaient, quoi. Et puis c'est ce qu'il leur fallait au final. Ouais. Sur les besoins, oui. Après, je sais plus qui avait été pris juste après. Enfin, qui ils auraient Jaden Ivey, mais qui colle moins. Ils ont déjà Davion Mitchell et De'Aaron Fox et Kevin Werther. Au final, ils ont drafté sur le need, ce qui n'est pas toujours le truc à faire, je pense, quand tu es dans la loterie. Top 5. Mais carrément.
Ouais, bah c'est clair. Bah, effectivement, fallait leur rendre hommage. Voilà, on n'a pas été les derniers non plus à se moquer des Kings à plusieurs reprises. Après, on regrette pas, parce que la plupart du temps, c'était entièrement justifié. T'as bien fait de rappeler aussi, Shai, cette équipe incroyable quand même du début du début des années 2000. Là aussi, en termes une équipe qui a été un petit peu en avance sur son temps en termes de passing game, de jouer avec des joueurs qui, comment dire, sans vraie position, un pivot passeur comme Vlade Divac, un poste 4 comme Chris Webber, dévastateur dans son jeu de passe notamment et dans sa polyvalence. C'est toujours bon de toute façon pour la NBA et aussi pour nous simplement que des équipes faiblardes arrivent à sortir la tête de l'eau. Quoi. Ça me fait penser, Théo, ça me fait penser justement que l'équipe, elle a été quand même, ils ont failli déménager. Il faut se rappeler ça a été sauvé, la mairie, quand Kevin Johnson était maire. Ils se sont battus pour que l'équipe reste à Sacramento, alors qu'il y avait des offres de nouveaux propriétaires qui voulaient déménager à Las Vegas. Enfin, c'était pas loin. Et là, au final, c'est bien qu'ils soient accrochés et qui sans doute, ils vont vers un retour en play-off aussi longtemps après. Donc, c'est bien aussi. Ouais, on voulait profiter de ce sujet sur les Kings pour faire un petit panorama, alors très rapide, de joueurs ou d'autres équipes qui passent injustement sous les radars et dont personne ne parle et qui sont bien meilleurs qu'on ne peut le penser. Shai et Antoine, est-ce que vous avez, vous, des joueurs ou des équipes en tête qui vous frappent tout de suite, ou vous dites comment ça se fait qu'on parle pas de ce mec-là ou de cette équipe-là? Quand même, je pense que les gens se rendent pas compte. Allez, Shai, je vais te passer la parole en premier. Qu'est-ce que tu as en tête? Maintenant, c'est plus le cas. Un temps, j'aurais dit Desmond Bane, mais maintenant, je pense qu'avec Memphis qui est là-haut et le fait qu'il a un niveau pas trop loin du All-Star, je pense qu'on en parle assez. Il est médiatisé. On peut plus dire qu'il passe à travers les radars. Moi, sur des matchs très récents, sur une période vraiment récente, j'aime vraiment bien ce que fait DeAndre Hunter à Atlanta. Je crois qu'Antoine aussi, sur les derniers. Vu qu'Atlanta a remonté un petit peu la pente, alors que c'était vraiment, vraiment la galère, avec les séries de défaites, la mauvaise ambiance, etc. Je trouve qu'Hunter passe un peu incognito, parce qu'on se concentre sur Trae Young, DeJounte Murray, même Collins. Et DeAndre Hunter, il est fiable, il est adroit, il est très bon en défense. C'est leur troisième homme. Voilà, et sa bonne forme, je trouve, coïncide avec leur retour à un classement un petit peu plus digne de la part des Hawks. Et c'est un joueur drafté très haut quand même, hein, donc on savait que c'était un joueur talentueux. Je le trouve, cette saison, et sur le mois et demi écoulé, je le trouve très très bon et très prometteur. Et c'est bien pour les Hawks, que ce soit à Atlanta ou ailleurs. Du coup, je le vois vraiment faire une bonne carrière, peut-être en restant toujours aussi discret. Ce sera peut-être le fameux glue guy ou troisième homme à la Harrison Barnes. J'allais dire, il a un côté Harrison Barnes. C'est ça. Il faut arriver à maturité. Ouais. Et je trouve que on n'en parle pas du tout, et il est très bon. Moi, j'ai deux pivots. Allez, j'en donne deux d'un coup. Alors, Nicolas Claxton. T'es quand même le mec de la rédaction qui déteste le plus les pivots, quand même. On peut le dire, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas que je les déteste, c'est que je les aime bien dans un certain rôle. En même temps, franchement, excuse-moi, mais souvent au basket, à vous, dans tes clubs, t'as jamais des pivots qui t'ont frustré. C'est pas les pivots qui t'ont. Moi, ceux que je préférais, c'est ceux qui se plaignaient de jamais avoir la balle, mais qui s'étaient infoutus de la demander correctement. Et ceux qui demandaient la balle en haut, tu leur donnes en haut et après ils disent mais fais-la moi au sol la passe. Bref, ça c'est mes petites anecdotes perso. C'est terriblement frustrant. Enfin, vrai. Non mais alors les pivots dans des rôles justement très modernes. Une grosse dédicace pour Nicolas Claxton. Dédicace, un big up. On sait que tu nous écoutes, Nicolas. Celle-là, elle est pour toi. Non, Nicolas Claxton, honnêtement, très très important à Brooklyn. Je sais pas si vous avez vu son contre. Alors, je sais plus qui c'est qui monte au cercle. Je suis désolé, mais le contre est incroyable. Ouais. Pareil, je ne sais plus qui a dit qu'il devait être candidat au Defensive Player of the Year. Bon. C'est Nicolas Claxton qui l'a dit. C'est Nicolas Claxton qui a dit ça. Ouais, faut y aller doucement par contre. Mais non, mais le meilleur défenseur des Nets avec Kevin Durant, joueur ultra important qui fait une super saison. Il est jeune, lui se développe bien. C'est vraiment un rim runner intéressant. Très belle pièce pour Brooklyn. Je pense qu'on ne parle pas assez de lui. Et le deuxième, pour le coup, on ne parle vraiment pas beaucoup de lui, mais en même temps, normal, je pense que pas beaucoup de monde qui connaisse son nom, mais Thomas Bryant des Lakers. Pourtant, il joue dans une grosse équipe. Mais franchement, Thomas Bryant, il a mis 31 points d'ailleurs la nuit dernière, donc c'est parfait, ça tombe au bon moment. Mais il coïncide avec cette espèce de bonne série des Lakers sans Anthony Davis.
Vraiment très intéressant, lui. Lui, c'est parce qu'il a été blessé que ça a freiné. Ouais, C'est quoi, il y a 2 ans, il s'est fait une grosse blessure. Quand il était au Wizards, là, c'est ça? Ouais, mais ça a toujours été un joueur qui faisait ses stats. Enfin, il mettait ses points et ses rebonds. Je l'ai toujours trouvé bien et intéressant. Il avait démarré aux Lakers d'ailleurs, donc c'est bien. Il peut reprendre l'histoire qu'il avait commencé. Et au Wizards, sa première saison, elle est bonne. Il fait pas mal de double-double. Bon, dans le contexte des Wizards où tout le monde s'en fout, mais ça restait bien. Et je suis d'accord avec toi. Là, il est clairement à l'origine du mieux aussi des Lakers, parce que avoir un peu de monde à l'intérieur sur les matchs où il n'y a pas Anthony Davis, il est très bien. Hein. Et même quand Anthony Davis se revient, si tu sais que tu as ce mec là derrière, c'est plus intéressant déjà. Mais tu sais ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'ils vont faire jouer Anthony Davis avec Thomas Bryant, ce qui serait logique, hein, tu vois. Ouais. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Je le sais déjà. Je le vois déjà venir. Davis, j'ai déjà vu même des quotes de LeBron en mode quand Anthony Davis il va jouer avec Thomas Bryant. Oui, parce que Davis va vouloir jouer en 4, c'est sa marotte depuis toujours, alors qu'il est meilleur en 5. Et, ils vont avoir moins d'espace. Tout ce qui marche en ce moment, le fait ils marquent beaucoup de points, les Lakers, avec LeBron qui peut vraiment prendre des driving lanes, des shooters un peu, même Thomas Bryant met des 3 points. Tout ça va pas marcher le moment où ils vont nous voir. Et je sais qu'ils vont le faire. Je sais qu'ils vont vouloir faire jouer Thomas Bryant et Anthony Davis ensemble, et j'ai peur des 3-4 matchs qui suivent le retour d'Anthony Davis. Je pense que le scénario est crédible. Ouais. En tout cas, non, intéressant. En tout cas, les deux joueurs, pour revenir sur Nick Claxton, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant pour Brooklyn, c'est que défensivement, déjà au rebond, il était très bon, mais là, c'est offensivement cette année qui fait une superbe saison. Ouais. Et il a vraiment une capacité à finir près du cercle et à quasiment rien gâcher, que je trouve intéressante. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, moi, c'est son attitude. Alors, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais il me fait un petit peu penser à Rudy Gobert dans la détermination, en fait. Il va porter 1 écran, 2 écrans, 3 écrans, rouler au cercle à chaque fois, jouer les rebonds offensifs. T'as l'impression qu'il sait de toute façon qu'aucun système va être joué pour lui, mais il a la détermination de continuer à jouer et de faire ses efforts répétés sans même être sûr que ça sera payant au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment de l'or, en fait. Quand t'as un joueur comme lui qui est capable de défendre sur différentes positions, capable de changer sans problème dès qu'il y a un pick and roll et de jouer le rebond et défendre comme il le fait, et qu'en plus il est capable de marquer comme ça, je pense que c'est vraiment effectivement c'est un des mecs dont on parle pas assez du côté des Nets. Il a battu son record points et rebonds sur le même match au dernier match là. Ouais, 24-15, 24-14. Ouais, c'est ça. 24-15, pardon. Non, mais il est en progression partout, c'est effectivement très très intéressant avec Claxton. Ouais, et finalement ce qui est pas mal, c'est que finalement, l'autre grosse question, c'était le fit avec Ben Simmons, en fait. Est-ce que tu peux jouer quand t'as 2 mecs qui shootent pas à 3 points comme ça sur le terrain? Et finalement, c'est pas si mal quand ils sont associés tous les deux. À part que Stephen A. Smith a dit que Ben Simmons volait de l'argent aux Nets, là, donc je sais pas si... Alors, sur les Nets, tu sais quoi? Alors, je sais qu'il n'y a pas Kevin Durant en ce moment, mais j'en arrive de plus en plus à me dire que si tu as Kyrie Irving et Kevin Durant, t'en as rien à faire du spacing, en fait. Non, mais tu sais, c'est à un moment, je sais, hein, pourtant je suis, vous m'entendez, si vous suivez le podcast, vous savez, je suis très small ball, spacing, je suis quand même attaché à ces choses-là. Et à un moment, juste, tu as 2 mecs comme ça, eux, ils en ont rien à faire du spacing. Kevin Durant, il s'en fout qu'il ait 8 mètres ou ça, il va tirer. Kyrie Irving aussi. Donc, en gros, honnête, ça t'offre quand même quand tu as des joueurs aussi talentueux. Et je pense que Kyrie ne peut pas rentrer dans notre liste des mecs dont on ne parle pas assez, mais quand même, ce qu'il fait en ce moment, c'est quand même incroyablement fort. Il est terriblement fort. En fait, ce mec, quand il joue juste au basket, il est quand même terriblement fort. C'est assez exceptionnel. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, il s'est barré lui-même de toutes les listes possibles, en fait, parce que tu peux le mettre dans aucune liste tellement ses casseroles. Enfin, je sais que ça devrait pas compter, mais dans les faits, ça compte forcément toujours pour tout le monde. Mais non, mais t'as raison. Moi, je pensais même pas. On va pas repartir sur un truc sur les Nets, mais moi, je pensais franchement que sa saison était foutue, en tout cas. Et je me demandais même s'il pourrait encore continuer à jouer, mais jamais j'aurais imaginé que finalement la saison des Nets pourrait reprendre. Un peu comme si dans un été, quoi, en sifflotant, bon bah allez, on va jouer au basket, on va gagner des matchs, hop, on grimpe toutes les marches de la conférence Est, c'est juste dingue, quoi. Mais c'est parce que on peut pas le mettre dans les listes parce que là c'est pas juste un truc extra sportif qui n'impacte pas le terrain, c'est que ça entraîne des suspensions, il manque des matchs, c'était ça le problème. Là quand il joue, il est aussi fort qu'il a été avant. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais, en 3 semaines, il peut se passer un truc. J'espère que ça lui fait du bien. Moi, j'espère que là, j'ose croire que ça lui fait du bien et que du coup, tu vois,
il y a quand même des cases, tu vois, qui, dans son cerveau, des trucs qui font ah là, ça se passe bien, c'est quand même cool, quoi. Tu vois, genre, ah, c'est quand même cool si ça restait comme ça, tu vois. Alors, pas durablement, mais au moins jusqu'en mai, quoi. Le problème, c'est qu'à côté de ça, je pense il voit sa popularité au All-Star Game aussi, et il se sent soutenu malgré tout ce qui s'est passé, et je pense pas que ça va l'inciter à faire des trucs moins clivants en dehors. Mais bon, non, ça, mais après, ça, il peut avoir, enfin, j'allais dire, il peut avoir ses croyances tant que ça respecte celles des autres. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème avec Kyrie Irving, c'est que au moment où ses croyances dépassent le respect des autres, même. Enfin bref, ouais, comme tu as dit, j'ai une petite équipe dont tu n'as pas assez, ça va te faire plaisir, Théo. C'est pour ça que je me permets. Le Heat. Je ne pense pas que le Heat soit un candidat, mais Miami se relève doucement et ça revient un peu au stade dans lequel on les a souvent catalogués en mode c'est quand même chiant, c'est sur ton premier tour de playoff, c'est le Heat que tu joues, quoi. Parce que c'est quand même ils ont quand même jamais eu leur équipe de toute l'année, quoi. Enfin, après, c'est tous les ans avec Miami, hein. On peut le dire, ça fait 3 ans qu'ils ont jamais leur équipe au complet. Donc et c'est pour aller dans ton sens, Antoine, pour dire que justement, si jamais ils arrivent à avoir leur équipe sur le terrain, pas blessée au début des playoffs, effectivement, je pense que personne voudra se les taper sur les premiers tours, quoi. Je préférerais jouer Miami que Cleveland. Je préférerais jouer Cleveland que Miami, par exemple. Tu vois, parce que si je dois rentrer dans la... Non, mais si je dois rentrer dans la petite comparaison, tu vois, je pense que... alors, c'est pas non plus cool de jouer Cleveland au premier tour, hein, mais je pense que Miami connaît tellement les playoffs que... Voilà, c'est le genre d'équipe. Je pense que le Heat peut-être probablement sortir au premier tour, tu vois, mais ça dépend qui y joue, hein, bien sûr. Mais là, par exemple, on serait sur un... Merci. Ouais, et puis il a re-step up aussi. Ouais, franchement. Ouais. Pareil, lui offensivement, il y a eu une nouvelle. Alors, il a pas, je dirais pas qu'il a progressé, mais il est revenu au niveau un peu où c'est un joueur à 20 points par match, quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on attendait de Bam Adebayo quand il est arrivé en NBA. La première fois on en parlait en début d'année justement de cette, que c'était ça le vrai levier pour Miami. Est-ce que ça pouvait être un joueur à ce niveau-là en attaque pour leur faire passer un cap, quoi? C'est la première fois qu'il est au-dessus des 20 points de moyenne, hein. Là, il a 21 points par match et c'est exactement ce dont ils ont besoin avec tous les pépins qu'ils ont eu. Pardon. Non, mais clairement. Moi, j'avais un autre intérieur auquel je pensais parce que les Wolves, les Wolves sont un peu mieux en ce moment quand même. Mine de rien, on les a enterrés, mais ils sont en train de revenir au classement dans l'Ouest très embouteillé. Et j'aime beaucoup ce que fait Jaden McDaniels en ce moment. Pareil, c'est plus sur une période récente que sur la globalité, je trouve. Enfin, depuis le début de sa carrière, forcément, c'est un peu. Là, en ce moment, je le trouve excellent en défense, vraiment excellent. Ce qui est pratique quand tu sais que Rudy Gobert est blessé, que c'est un peu compliqué pour lui. Bah, il est vraiment très fort de ce côté-là du terrain. Il y a des matchs où il est capable de scorer entre 16 et 20 points avec une belle adresse. C'est un joueur qui est encore jeune en plus. Je sais même pas s'il a 22 ans. Il a 22 ans. Ouais. 22. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais parce qu'à Minnesota, on parle forcément d'Anthony Edwards qui casse tout, de Gobert pour lequel c'est plus compliqué, même de D'Angelo Russell. Et je trouve que c'est un joueur qui est en train de monter doucement et je pense qu'on va de plus en plus en parler à l'avenir. Ben, je partage. D'accord. Super, t'as bien fait je l'avais oublié de notre liste. Mais ouais, Jaden McDaniels, super important pour Minnesota. Carrément. Et moi, j'en ai un dernier, même si Antoine a menacé de me casser la gueule si je parlais des Phoenix Suns. Mais un petit mot quand même pour Mikal Bridges, qui a quand même, avec les pépins de santé des Suns, qui est en train de montrer que ça peut être un scoreur quand même plus responsabilisé que ça n'a été par le passé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de hyper intéressant pour la suite, pour les Suns, mais surtout pour sa carrière à lui. Parce que c'est vrai qu'il a eu la chance d'être dans une équipe qui fonctionnait, qui n'avait pas besoin forcément qu'il pèse autant que ça en attaque. Mais là, sur les derniers matchs, il a passé vraiment plusieurs fois la barre des 20 points. Je pense que c'est une donnée importante, sachant qu'il n'a rien perdu de sa défense, de son sens du collectif, etc. Donc, un des aspects positifs pour Phoenix cette année, quoi. Là, il enchaîne les matchs à plus de 20 points. Je m'inquiète un peu pour lui parce que je me disais justement que dans cette période où ils ont perdu tous ces matchs-là sans Devin Booker, sans Chris Paul, j'avais un peu peur qu'il ait du mal en tout cas tout au début de la mauvaise série, et je trouve qu'il avait du mal même s'il mettait ses points, ça se retranscrivait pas par une victoire, et avec les deux autres qui sont absents, tu t'attends forcément à ce que ce soit lui qui
qui tiennent les rênes. Et là, ça commence vraiment depuis 4-5 matchs. Il est vraiment très très bon en attaque, tout en étant toujours bon en défense. Chris Paul revient. Il va pouvoir retrouver, je pense, Là, ça va être une autre expérience aussi parce que Devin Booker sera pas là tout de suite. Il sera numéro 1 bis. Peut-être que c'est ce qui lui convient mieux aussi. Surtout que c'est une très belle opportunité en fait pour lui de se tester dans ce rôle-là, quoi. Exactement. C'est bien d'avoir pu le faire sur une série de matchs où derrière, même si Booker et Paul reviennent, enfin là Paul est revenu, tu sais que tu as eu la capacité de jouer des pick and roll, de jouer un peu balle en main, de driver un peu, d'attaquer un peu pour toi. C'est toujours une arme de plus dans ta panoplie. Et les Suns remontent bien au classement d'ailleurs. C'est l'avantage de cette conférence Ouest, c'est que franchement, avec une série comme ça, normalement, t'es mort. Normalement, t'es enterré. Tu sors du top 8, du top 10. Et eux, au final, ils regagnent 3 matchs de suite, ils repassent 7e, ils peuvent encore viser le top 4. Quoi. Ils avaient un calendrier difficile en plus. Moi, j'avais écrit un truc un peu prospectif sur la calendrier, alors qu'ils étaient déjà à 6 ou 7 défaites de suite. Et honnêtement, battre les Nets, les Grizzlies, c'était pas. Ils ont battu les Warriors en début de série aussi, je crois. Ouais. Bon, là, ils sont sur 3 victoires de suite. Je m'y attendais presque pas, honnêtement, vu la dynamique qu'il y avait. Là, effectivement, c'est bien. Ils ont sorti. Il y a des mecs improbables Il y a Wainwright qui jouait à. Non, c'est à Strasbourg. Ouais, je crois. Il y a pas l'année dernière ou il y a 2 ans, il jouait à Strasbourg. Et là, c'est le mec qui leur sauve le match. Enfin. C'est le est-ce qu'il est Carrément. Bah écoutez, de toute façon, on aura l'occasion de reparler un petit peu des joueurs passés sous silence. Ce soir, donc, la late session toujours pour poursuivre la suite du classement des meilleurs joueurs NBA avec Shai et Antoine. Ça se passe sur Twitch. Je voulais simplement faire un petit merci au Toulouse BC là, en National 1 qui font des très beaux produits. Le TBC. Le TBC. Le TBC, Théo. Oui, bah, Toulouse BC. C'est ça, TBC. Tous les gens ne savent pas ce qu'est le TBC. Je m'adresse au plus grand nombre. Voilà, le club de National 1 qui fait des très beaux produits. Donc, merci à Vincent et un petit bonjour à Stéphane Dao du côté de Toulouse. Voilà, si vous voulez, ils font franchement, quand même, en termes de merchandising et de tout ce qui est tenue, voilà, pour de la N1, c'est vraiment très, très chouette. Même, je pense qu'il y a des clubs pro qui pourraient s'en inspirer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ce soir, la late session. Entre-temps, toujours sur Basket Session, l'actu. Et puis, Rivers, vous savez où trouver ça sur notre site internet, bien entendu. Passez une bonne semaine, plein de basket. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. The game is out there. And it's either play or get played.